Alors, je suis Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans et commissaire de l'exposition. Bienvenue dans cette exposition qui est le fruit de 3 années de travail pour redécouvrir cet artiste, Jean-Marie Delaperche, qui était accompagné finalement d'un frère et d'une mère, dont on retrace également l'histoire. C'est le genre d'histoire qui n'apparaît qu'une fois par siècle. Au XXe siècle, c'était Georges de la Tour. Au tour à présent de Jean-Marie Delaperche de faire son apparition. Je ne plaisante qu'à moitié en faisant ce rapprochement. Le parallèle est criant. 2 artistes qui ont travaillé de leur côté, laissant très peu d'archives, très peu de sources, et qu'on redécouvre au détour d'une œuvre signée qui révèle finalement l'existence d'un corpus beaucoup plus large qui nous reste désormais à découvrir. Finalement, cette exposition est le point de départ de recherches futures sur Jean-Marie Delaperche et non pas un résultat final, un corpus complet, une rétrospective, plutôt ce que nous connaissons à l'heure actuelle et qui permet de le placer au niveau des Girodet, des Guérin, des Prudhon, voire un peu au-delà, ce qui rend d'autant plus étonnant sa disparition du panorama, mais une disparition qu'il a souhaitée. Il n'a jamais signé ses œuvres, il les a probablement très peu diffusées, et c'est dans un carton que ces œuvres nous attendaient, puisqu'il s'agit de 91 dessins, mais quand on parle de dessins, on s'attend à des dessins préparatoires, des croquis. Il s'agit en réalité de très grandes feuilles, Eulalie, qui sont des petits tableaux dans la définition du XIXe siècle, dans le goût du XIXe siècle. Ces œuvres sont très rarement signées. 4 portaient le nom de Delaperche, qui nous a permis d'établir son existence, d'établir un style, de comprendre comment il avait organisé, en tout cas 20 années de sa carrière, puisque les 20 dessins s'étalent sur 20 années passées en Russie, plus quelques feuilles du début de sa carrière en France. Et donc aujourd'hui, on a une vision assez globale de ce que fut le parcours de Jean-Marie Delaperche, qui est un parcours totalement rocambolesque, qui commence à Orléans, qui continue à Paris, il semble partir à Caen, ne laisse jamais aucune trace sur son passage, alors qu'il mentionne dans des lettres qu'il travaille, qu'il a beaucoup de travail. Il part en Russie pendant 20 ans et va revenir en France où il travaille un peu partout sur le territoire. On retrouve sa trace à Saint-Malo, à Limoges, au Mans, à Toulouse, et finalement il s'éteint à 72 ans avec un corpus certainement très important, et nous connaissons aujourd'hui une centaine d'œuvres de sa main. Alors, l'acquisition ne pouvait être que rocambolesque. Il fallait qu'elle soit à l'image de la carrière de Jean-Marie Delaperche. Et donc, c'est au détour d'un carton à dessin que finalement un marchand, très spécialisé dans le XIXe siècle, et ce n'est pas un hasard si ces feuilles sont arrivées entre ses mains, a trouvé ces 91 prodigieuses feuilles, et heureusement 4 étaient signées. Plutôt que les vendre à la feuille séparément, mal, a fait quelques recherches sur ce Laperche, qui semblait avoir vécu à Moscou, puisque certaines feuilles étaient annotées Moscou, et a vu qu'il était originaire d'Orléans. Qu'à cela ne tienne, il a pris son téléphone et a appelé la directrice du musée d'Orléans. Et donc je suis allée voir ces feuilles, et ce fut une révélation réellement. En ouvrant le carton, j'avais l'impression de vivre un moment qu'on ne vit qu'une fois dans une carrière. C'est une période que je connais bien, et je ne reconnaissais pas la main qui était sous mes yeux. Et je tournais les pages, 91 c'est long, c'est merveilleux, c'est des moments rares. Et en demandant qui était cet artiste, qui étaient les dessins, je disais continue. Et au bout d'un moment, une feuille est sortie, une des plus belles, La mort de Priam, une immense feuille, très travaillée au lavis avec de la gouache extraordinaire. Et il y avait un nom, Laperche. Mais qui est Laperche? Je me dis, elle est née à Orléans. Fantastique, nous n'avions plus qu'à lancer les opérations, les recherches d'abord, et les recherches de fonds pour permettre l'acquisition de ces feuilles. Acquisition qui a été permise d'une part par le Fonds du patrimoine, que nous avons obtenu à moitié de la somme, 50 000 €, également à travers un legs qui avait été donné à la ville d'Orléans pour faire des acquisitions importantes, pour 25 000 €, et enfin 25 000 € levés grâce à une campagne de mécénat participatif qui avait pour vocation aussi de fédérer l'intérêt autour de cette figure que nous venions de retrouver, ce Jean-Marie Delaperche, et qui a fonctionné au-delà de toutes nos espérances, puisque aujourd'hui la plateforme qui a abrité cette campagne cite l'opération Delaperche comme des plus grandes réussites de l'histoire de la plateforme, avec 124 participations et un taux d'intérêt très important qui a permis d'une part l'acquisition des dessins et d'autre part, 2 ans et demi plus tard, le début de l'exposition, qui est donc le fruit de tout ce travail durant ce temps.
Alors c'est l'histoire d'une famille, puisque en commençant les recherches, il a d'abord fallu se rendre à l'évidence, il n'y avait aucune source. Il n'a laissé aucune trace. Donc comme ça, les choses étaient très claires, en tout cas aucune trace dans le milieu artistique. Mais il en avait forcément laissé ailleurs. Et donc les recherches se sont dirigées dans une autre direction, dans les archives notariales, dans les actes de naissance, les actes de décès, les baptêmes, tous ces éléments de la vie qui permettent néanmoins de suivre un personnage, d'établir un squelette de vie et un parcours. C'est comme ça qu'on le retrouve en Normandie sans savoir réellement pourquoi, qu'on comprend comment il peut partir en Russie. Il vit à Caen, Le Havre n'est pas loin, c'est du Havre que l'on part en Russie et certainement a-t-il entendu parler d'une opportunité. Et en le découvrant, on a découvert également son frère Constant, avec qui il a beaucoup travaillé, et sa mère, Thérèse, figure emblématique de l'Orléans des Lumières. Elle va toujours travailler dans l'ombre, étant une femme, et va forger un caractère, imprimer ce caractère-là dans ses enfants. Jean-Marie d'abord, l'aîné, qui va continuer de travailler dans l'ombre, comme maman, et Constant, enfin, qui lui aussi passera sa vie à chercher un protecteur. Ils ont une idée de ce que doit être l'art très particulière. Ils ne cherchent pas la reconnaissance, ils ne cherchent pas la célébrité. Ce sont des choses qu'ils exècrent réellement, mais ils veulent être artistes, vivre paisiblement en artiste. Jean-Marie de la Perche le dit, si j'étais marmiton, si j'étais cordonnier, j'aurais été heureux, mais je suis artiste, alors continuons d'être artistes et de vivre de notre art. Et ils vont toujours chercher un protecteur qui leur apportera justement cette paix de l'esprit. Ce sera un échec cuisant pour Jean-Marie de la Perche, pour notre plus grand plaisir, puisque visiblement c'est dans l'adversité, dans les moments douloureux, et il en connaît de nombreux à Moscou, notamment en 1812, qu'il va développer un génie hors du commun, avec en plus un tropisme pour l'art britannique qu'il va découvrir en Russie, et qui va totalement transcender tout ce qu'il a appris dans l'atelier de David, tout ce qu'il a appris dans l'atelier de sa mère, tout ce qu'il a appris en copiant des gravures. Il va le mélanger à ces nouvelles sources britanniques et donner un art qui est absolument unique et qui fait de lui un artiste de tout premier ordre et une véritable découverte puisqu'il n'a pas d'équivalent dans l'art français ou européen à l'heure actuelle. Jean-Marie de la Perche aujourd'hui est une double découverte. D'une part, du point de vue de l'histoire de l'art, puisqu'il est un nouveau jalon qui vient d'apparaître, comme ça, comme par enchantement. Et d'autre part, il apporte de nouvelles sources à l'historien qui veut comprendre cette période, qui a un nouveau regard de quelqu'un qui, en première ligne, assiste à ces événements, les transcrit sur la feuille et les annote, puisque Jean-Marie de la Perche n'est pas avare en mots, s'il est avare en archives, il n'est pas en mots, et annote très souvent ses dessins, de longs textes qui permettent de vraiment entrer pleinement dans son mode de pensée. Et aujourd'hui, même si peu d'archives finalement nous permettent de le suivre, de le comprendre, ces dessins sont tellement autobiographiques, ces annotations sont tellement autobiographiques qu'on a l'impression de lire en lui comme dans un livre ouvert. Et c'est une sensation assez troublante de connaître finalement intimement une personne qui n'a laissé que très peu de traces. En ouvrant ce carton à dessin en avril 2017, par chance, l'un d'entre eux portait la signature de la Perche, Inuit, Moscou, 1813, avec une précision sur la localisation et sur l'année. Donc ça a été un point de départ évidemment essentiel pour reconstituer la carrière de ce personnage, comprendre qui était passé par la Russie, comprendre aussi les difficultés qu'on aurait à trouver des sources en Russie, et qui s'y trouvait en 1813, évidemment quelques mois après la prise de Moscou et l'incendie de Moscou. Il n'était pas étonnant de voir associer à ces annotations une scène de l'Énéide, une des plus poignantes, celle de la mort du roi Priam, avec un incendie dans le fond qui évidemment rappelle le contexte politique et commence à positionner de la Perche comme un artiste qui, notamment à partir de 1812, va toujours fonctionner par métaphore. Pour traiter une scène contemporaine, il va toujours faire appel à une scène antique de façon à montrer le caractère cyclique de l'histoire, qu'un tyran remplace un autre, que les artistes vont prospérer par la suite en rapportant la paix et un climat culturel sain. Un tyran va venir renverser cet état de fait, etc. etc. Tout l'ensemble des 91 dessins connus est baigné par cette idée-là. Alors cette scène est un peu particulière puisqu'il ne va pas prendre pour figure d'exemple Néron ou Sylla ou d'autres tyrans qui sont bien évidemment immédiatement identifiés à Napoléon.
mais une scène clé de l'Énéide, ouvrage particulièrement apprécié des artistes dans cette fin de XVIIIe siècle, début XIXe. L'Énéide est une source vraiment très recherchée. Girodet va produire une série à partir de l'Énéide. Ici, il va développer une feuille d'une ambition plus grande encore que dans les 3 autres conservées et présentées dans l'exposition, qui sont toutes d'ailleurs titrées ou annotées en latin. Il est tout à fait possible qu'il ait utilisé ces feuilles aussi à des vues pédagogiques. Il faut imaginer qu'un artiste qui se trouve en Russie alors vit de son art, probablement, mais également beaucoup de cours de dessin, de cours de peinture qu'il va donner à de jeunes aristocrates. Il y a un système de tickets et les artistes circulent ainsi dans Moscou. Il est très probable qu'il ait agi ainsi, mais également comme précepteur. Il est un artiste très savant, ses dessins le montrent. Il parle latin, il parle anglais, il parle probablement d'autres langues. Il a une culture historique très très large. Il se représente d'ailleurs lui-même dans son autoportrait qui a été retrouvé dans la famille comme un artiste savant, entouré de livres et notamment d'encyclopédies qui lui permettent de puiser des sujets et des détails historiques. Ici, on a en même temps une démonstration de ce qu'est l'art de Delaperche. En découvrant son nom, on pouvait découvrir qu'il était un des artistes les plus puissants de sa génération, avec cette scène centrale évidemment de Priam en train d'être tué, qui est très poignante, avec un sens du détail de l'expression des passions digne des plus grands artistes. Cette femme qui est complètement effarée, ici, ces femmes désespérées, qui, avec des citations également, ici on retrouve à nouveau Raphaël, qui est invoqué pour appuyer, pour construire cette composition, et puis un talent dans l'utilisation des encres. Une fois de plus, on ne retrouve pas réellement de crayon graphite, on voit que la composition a été jetée à l'encre avec une utilisation d'abord d'encre jaune, de l'encre brune, de l'encre grise, peut-être un peu d'encre noire, de la plume en fait, qu'il va délayer ensuite avec de l'eau, et la gouache blanche qu'il utilise comme couleur. Alors il y a une utilisation admirable de la gouache chez Delaperche qui est une couleur. Et là on comprend la place qu'a pu avoir l'estampe dans sa formation, dans la construction de son goût, dans sa culture visuelle. Il va être un artiste monochrome et en même temps terriblement coloré, c'est-à-dire que quand on voit une feuille comme celle-ci, on n'a pas l'impression d'avoir du noir et du blanc. Comme pour une estampe qui doit, par 2 couleurs et toutes les nuances de gris, apporter un sentiment coloré. Et ça va être là le grand génie de Delaperche, c'est de finalement, avec une gamme très restreinte d'encre noire, jaune, brune, apporter un chromatisme complètement échevelé, et on garde une sensation qui n'est pas celle du noir et blanc. Alors, une des belles découvertes de l'exposition est cet autoportrait de Thérèse Laperche qu'elle réalise alors qu'elle n'est pas encore mariée, qu'elle s'appelle encore Thérèse Le Prince, et qui finalement dit absolument tout sur ses débuts dans la carrière. Elle naît à Orléans en 1743 et va faire partie de toute cette génération bercée par l'œuvre de Jean-Baptiste Perronneau, grand pastelliste qui séjourne régulièrement à Orléans chez son ami Aignan Thomas Desfriches, grand collectionneur, fondateur plus tard du musée, et qui va amener dans la ville de très nombreux artistes. Il est très ami également avec Boucher, avec Pigalle, qui vont séjourner chez lui et travailler à Orléans. Mais Jean-Baptiste Perronneau va vraiment faire d'Orléans son fief, et c'est dans cette atmosphère-là qu'elle va grandir avec le désir de devenir artiste. Quand elle réalise cet autoportrait quelques années plus tard, elle a 24 ans, née en 1767, on le sait tout simplement puisqu'elle l'a écrit au dos. Elle montre en fait la dette qu'elle a envers Perronneau, qui vient juste de passer quasiment 3 ans à Orléans, et dont elle reprend la composition assez habituelle quand on le compare au portrait de la fille de Desfriches qui va être réalisé au même moment. Elle conserve la même position, la même orientation du visage, les mêmes effets, même chromatiques dans le traitement du pastel, et se positionne, malgré des erreurs d'anatomie, comme une artiste assez déterminée à développer un talent. Alors, il n'est pas facile d'être femme artiste au XVIIIe siècle, en particulier à Orléans, surtout quand on a l'ambition de devenir une véritable artiste et pas simplement une faiseuse de portraits. Elle va d'abord ouvrir une boutique rue Royale et vendre du matériel pour pastellistes.
également du matériel pour fixer les pastels. Quand le fixatif pour pastel est inventé, évidemment, il est diffusé à Orléans où il y a énormément de pastels de Perronneau dans les collections. Et puis, elle va, toujours avec un entre-genre sans égal, se faufiler dans les milieux les plus en vue d'Orléans, les milieux amateurs. Elle-même est issue de la petite bourgeoisie commerçante, ses parents sont marchands fripiers et vendent des produits pour artistes. Et elle va sympathiser avec des friches. Ce que l'on voit dans une lettre de Cochin, qui est le troisième larron, des friches, Perronneau, Cochin sont des amis pour la vie. Et Cochin séjourne au château de Ménard, pas très loin d'Orléans, et écrit à des friches en 1776. Nous avons ici une dame d'Orléans, peintresse que vous connaissez, c'est Madame Laperche. Elle a du talent et une ardeur singulière pour se perfectionner. Aussi, il y a à espérer qu'elle portera son talent encore plus loin. Donc on comprend qu'elle va rapidement s'insérer dans ces milieux artistes et se former, parce qu'elle est très maligne, face aux sculptures. Les femmes n'ont pas accès au modèle d'après le nu, et donc elle va copier des sculptures pour se former à tout cela et corriger justement ces problèmes d'anatomie que l'on voit à ses débuts. Et à la suite de cela, elle va partir à Paris en 1778 pour développer sa carrière. Alors ce pastel a aussi une merveilleuse histoire, puisqu'il a été redécouvert un an à peu près après l'apparition des dessins de son fils. Il passait en vente à Tours, a noté Thérèse Le Prince le 17 août 1767 et la restauratrice des pastels du musée l'a repéré. Nous l'avons acquis pour une somme dérisoire de 280 €. Elle l'a restauré et l'étude du pastel a montré qu'il s'agissait d'un autoportrait. Voilà le début de toute cette histoire familiale des Laperche avec ce pastel qui aura donc des conséquences dramatiques puisque 2 enfants deviendront artistes et traverseront le monde pour produire des œuvres que nous présentons aujourd'hui. Alors nous savons relativement peu de choses sur le départ de Jean-Marie de Laperche en Russie. Simplement, en août 1803, il dépose son fils au lycée de Mayence. Et en octobre 1805, il est à Moscou, peintre de miniatures, comme il l'écrit sur une procuration. Donc son départ a lieu entre ces 2 dates. Il vit alors à Caen. Il a dû entendre parler d'un aristocrate qui souhaitait un artiste ou un précepteur et est parti dans ce contexte-là. Alors peu de dessins du fond parlent réellement, sous la forme d'une scène de genre en tout cas, de la vie de Laperche. Il ne se met jamais en scène en tout cas. Il met en scène ses états d'âme, ses passions, ses haines, mais jamais lui-même. Or dans ce dessin, nous apprenons beaucoup finalement sur son départ en Russie, puisque nous le retrouvons avec ses 2 fils cadets, puisque l'aîné a été laissé au lycée de Mayence, et sa femme, Cécile de Sérigny, qui visiblement supporte mal le voyage sur cette embarcation qui n'a rien de confortable, avec un médecin qui vient apporter quelques gouttes d'un remède pour remettre de ces maux du voyage. Alors à l'époque, on utilisait un mélange d'eau de mer et d'eau de mélisse pour guérir le mal de mer. Je ne sais pas si c'était très, très efficace, en tout cas sur elle, non. Mais on comprend que ce voyage n'a pas été une petite traversée. On prend la mesure de ce qu'est un départ en Russie, qui coûte très cher. Partir à 4 a un véritable coût. Le fils aîné va les rejoindre en 1808 parce que son père n'aura pas les moyens de continuer de payer sa scolarité à Mayence. Et donc c'est tous les 5 qu'ils vont se retrouver en Russie avec en 1812 un drame. Les 2 garçons que nous voyons ici vont périr pour l'un d'entre eux. Il sera enrôlé dans le régiment de Fezensac. Quant à son aîné, qui rejoint la famille en 1808, il mourra aux côtés du futur maréchal de Caslan, dont il était le traducteur. Alors ces événements russes, on les retrouve dans l'iconographie développée par de Laperche dans toute une série sur toutes les exactions commises durant cette période, notamment celle-ci où on voit cette femme qui a sans doute été violée, qui a perdu ses vêtements et qui tient dans ses bras son mari mort, son bébé mort, et qui est sauvée par un hussard qui la ramène à sa famille, son frère sans doute, dans une ambiance crépusculaire avec un givre qui pourrait dater du mois septembre-octobre, la scène, donc au moment où Moscou vient d'être enflammé et que lui-même a perdu son atelier et probablement tout ce qui faisait son cadre de vie. Alors une 3e scène montre toujours un hussard, de manière assez laconique. Finalement, il entre dans une salle, dans une veillée funèbre,
Et cette œuvre est intéressante parce qu'elle trahit profondément la passion de sa mère pour Greuze. Elle a étudié pendant 2 mois chez Greuze, ce que l'on sait par des conseils qu'elle a formulés à son fils, qui sont conservés, présentés dans l'exposition, où elle lui explique comment faire un portrait, mais sans doute que l'influence de Greuze a dépassé le simple art du portrait, ce que l'on retrouve dans cette scène très greuzienne, dans l'art de la pantomime, dans les expressions des visages, l'expression des passions est très greuzienne, et il le transpose dans un univers russe, en pleine campagne de Russie. Alors, deux dessins du Fond d'Orléans montrent vraiment les prises de position très radicales de Jean-Marie de la Perche dans un contexte politique complexe, celui des 100 jours. Il a développé, à partir de 1812 et de la mort de ses 2 fils, est née une haine profonde à l'égard de Napoléon, qu'il ne devait déjà pas farouchement porter dans son cœur. Il est plutôt d'une tendance royaliste, famille royaliste, et a vécu l'horreur de la Révolution et déteste plus que tout les prises de pouvoir, les tyrans, et va largement l'exprimer dans son œuvre. Lorsqu'il apprend le retour de Napoléon durant les 100 jours, sa réaction va être absolument épidermique, et sa première réaction va être de prendre une plume et de rapidement tracer une feuille qui est parmi les plus ambitieuses de l'ensemble, qui est datée le 20 mars 1815, et cela correspond à peu près aux 15 jours nécessaires pour que l'information arrive jusqu'à lui en Russie, où on voit Napoléon, donc qui est fraîchement de retour de l'île d'Elbe, guidé par les furies, la folie et la mort qui tend déjà son voile sur le monde, tandis que Louis XVIII est porté par la justice, éclairé par la justice, et qu'autour de lui, toutes les âmes les plus pures prient pour qu'il puisse gagner dans cette bataille. Alors très régulièrement, de la Perche fait appel à des figures importantes de l'histoire de l'art, qu'il cite, qu'il va positionner, non pas par sens de la copie ou par manque d'inspiration, au contraire, il s'agit d'une sorte de manne qu'il invoque pour renforcer la symbolique de ses œuvres. Son frère va faire exactement la même chose et va même l'expliquer par écrit, ce qui nous permet vraiment de l'attester. Et ici, on retrouve une figure prise dans le Saint-Roch de David, qui a été son maître, et ici une citation prise chez Raphaël. Quelques jours plus tard, il apprend que les projets de Napoléon sont en train de tourner court et qu'il ne rencontre pas le succès des premiers jours. Alors évidemment, c'est pour sa plus grande joie, et il va réaliser cette grande feuille, qui cette fois-ci est au lavis. La première était à la plume, c'est une des rares connues à la plume. Celle-ci se montre très fouillée. Il faut imaginer, il y a peut-être 150, 200 personnages posés dans cette composition. Comme toujours, il ne prépare pas au crayon graphite, il jette sa composition immédiatement sur la feuille, donc on est face à un pouvoir d'imagination hors du commun, et représente là la scène cosmique de la chute de Napoléon, avec Zeus, un Zeus dieu qui jette la foudre sur Napoléon, qui est accompagné de la vérité qui jaillit, d'une furie qui prédomine à tous ses gestes, tandis que Louis XVIII, ici, est auréolé de la lumière de la victoire, et que toutes les nations de l'Europe fondent sur Napoléon pour cette fin. Alors, ce dessin est absolument étonnant, on n'y reconnaît rien de très français. Il est complètement habité par l'iconographie anglaise. Évidemment, il connaît tout ce qui se passe au même moment dans l'art anglais, il doit connaître Blake. On ressent en tout cas une connaissance profonde de l'art contemporain, pas uniquement français. Il suit ce qui se passe au salon, mais également dans les autres pays d'Europe, ce qu'il peut faire très aisément en Russie, où les amateurs sont très nombreux, où les collections d'estampes sont très nombreuses, et où il y a finalement autant d'artistes anglais que d'artistes français. Et ce tropisme apparaît très tôt dans sa carrière, puisqu'on a de ses papiers de jeunesse déjà une copie de la mort de général Wolfe d'après une gravure, donc on comprend qu'il a un goût pour cette peinture, mais qu'il va développer par la suite, et qui donne lieu à des œuvres complètement cosmiques comme celle-ci. Mais alors, ce n'est pas tout. Il a jeté sa furie lui-même sur sa feuille, et tout continue derrière. Il va annoter l'intention de sa composition dans des textes extrêmement longs qui montrent sa pulsion. Vraiment, nous sommes face à un artiste qui a besoin de s'exprimer, qui va le faire par le biais du dessin, de manière très autobiographique, puis dans un texte où il explique l'intention de sa composition, et où on a vraiment toute la puissance, la richesse de son univers, et de ses intentions, et de la vocation historique, au sens le plus noble de peintre d'histoire, de ses œuvres.
Alors en même temps qu'il assiste au retour de Napoléon et en même temps à sa chute lors des 100 jours en 1815, il va évidemment se réjouir du retour des Bourbons, comme tout le monde qui voit à travers ce retour sur le trône de France la paix retrouvée et la paix aussi pour les artistes. Et ça va être un point de départ pour Jean-Marie Delaperche, mais également pour de nombreux artistes, de réfléchir à la fin de la famille royale. Et une fois le drame napoléonien passé, on repense à ces moments quand même terribles qui ont vu la mort d'un roi et d'une reine. Et il va développer une série que très probablement nous ne connaissons que de manière très incomplète aujourd'hui, dont 3 feuilles sont identifiées et dont la plus belle est évidemment cette scène d'adieu de Louis XVI à sa famille, qui est une scène qui a été traitée à de nombreuses reprises, traitée également dans l'Estampe avec de très nombreux exemples, mais toujours avec des compositions un peu rigides et qui ici est traitée par Delaperche avec une vision très théâtrale. On a presque l'impression d'assister à une représentation sur scène de ces derniers instants. Et dans cette composition, une fois de plus, qui fait tout de suite penser à l'Estampe, on retrouve Louis XVI avec son fils Louis XVII qui s'accroche à lui, qui vraiment de manière très poignante essaie de le retenir. Et finalement dans cette scène, c'est un peu la séparation avec ses enfants qu'on retrouve. Il a lui-même été arraché pour des raisons de travail à sa famille à un moment donné, et quand il est revenu, ses enfants n'étaient plus là. Ces séparations violentes, il les connaît. Il connaît aussi son père étant emporté pour être mis en prison sous la terreur pendant 1 an. Donc ces scènes d'un enfant s'agrippant à son père, il les connaît, il les a vécues. Et il les transcrit de manière d'autant plus poignante qu'il ressent cette douleur. Et finalement, toutes ces scènes participent d'une démarche exutoire pour dépasser ses propres douleurs. Delaperche, à la suite de tous les événements de 1815, va nourrir évidemment une mélancolie profonde. Finalement, la restauration peut s'implanter et rapporte la paix en France, et avec la paix, l'espoir que les artistes puissent vivre mieux. Mais parallèlement, il a dans sa vie personnelle connu des drames. Il avait déjà perdu une première femme, un premier enfant, il perd 2 enfants à nouveau. En 1814, c'est sa mère qui décède, il ne l'a pas revue depuis 10 ans. Il va traverser une période de profonds troubles avant de se reconstruire auprès d'élèves, les Vénéviti-Neuf, qu'il va avoir à partir de 1815. La famille Vénéviti-Neuf est à Moscou une famille de la première importance, cousine des Pouchkine, et il va s'occuper des 3 petits-enfants qui ont moins de 10 ans et qui viennent de perdre eux-mêmes leur père. Et ensemble, ils vont se reconstruire et retrouver un cocon familial, mais également il va, en tant que précepteur, leur inculquer une certaine philosophie de la vie. Tout cela, on le sait à la fois à travers les dessins, on peut comprendre le contexte, mais également parce que Dimitri Vénéviti-Neuf, un des 3 enfants, est devenu un très grand poète par la suite, très important dans la littérature russe, fondateur d'un cercle littéraire et philosophique appelé les Amants de la Sagesse, et il se suicidera 4 ans plus tard, de désespoir. Mais ce désespoir, on peut le voir dans les dessins de Delaperche de cette période. Il va développer toute une série sur les âges de la vie, qui est une réflexion résignée sur l'avancée de l'homme dans l'âge, avec les plaisirs et les peines qui vont peu à peu ternir le quotidien. Et pour synthétiser cette série, il dessine cette feuille, tous les âges passent sur l'aile du temps, qui offre une synthèse d'une part de ses références esthétiques, puisque une fois de plus, on a un rapport à l'estampe par laquelle il s'est formé, à l'estampe anglaise, qu'il apprécie tout particulièrement. Et en même temps, on va retrouver des figures puisées dans ce néoclassicisme qui a bercé ses années de formation, et on retrouve en même temps tout son univers avec cette lecture très stylisée d'une avancée dans le temps, de la jeunesse et des amours qui progressivement vont habiter le cœur des jeunes gens, jusqu'au mariage qui apporte une paix dans le quotidien, et peu à peu la mort qui s'installe jusqu'à pousser le vieillard dans le gouffre du temps. Alors cette introduction, qui peut être aussi une synthèse de la série, trouve un écho dans chacune des feuilles qui constituent ces âges de la vie, avec d'abord, sous l'égide de Minerve, les Vestales qui veillent sur le feu sacré volé par l'amour, qui vient enflammer le cœur des hommes
cœur qui va souffrir par la suite et va progressivement conduire jusqu'à la mort. Alors cette série est déroutante puisque quand on la voit, annotée souvent d'un titre, la lettre est souvent présente chez De la Perche, on a immanquablement l'impression d'avoir sous les yeux un album d'estampes, comme il commence à s'en développer à ce moment-là, on est vers 1817, l'album va commencer son essor, donc on imagine tout à fait participant de cette production, travaillant pour un imprimeur, un éditeur. Malheureusement, les archives restent absolument muettes et aucune contribution de la Perche à l'univers de l'estampe, à la production de l'estampe, n'a pu être identifiée à l'heure actuelle. Aucune de ces œuvres n'a été transposée visiblement sur une plaque de cuivre. Et donc il est tout à fait déroutant de le voir si ancré dans cette esthétique qui vraiment saute aux yeux et en même temps absent de ce marché qui aurait pu faire sa fortune. À défaut de sa célébrité, sa fortune, ce qui n'a pas été visiblement le cas. En 1804, Constant de la Perche entre au service des Rohan-Chabot au château de la Roche-Guyon. Il va être pendant 20 ans le précepteur des 6 enfants de la famille, mais également l'artiste de la famille. Et quand je dis de la famille, c'est des Rohan-Chabot, mais également à toutes les branches cousines, des La Rochefoucauld, des Nagu, des Mortemart, qui vont tous commander à cet artiste maison des décors, des tableaux, des portraits, des peintures et des sculptures. Cette production, qui évidemment n'est pas signée, comme toujours chez les De la Perche, commence à être retrouvée grâce à une liste que Constant a établie à la fin des années 1820, titrée « Travaux réalisés depuis que je suis chez Monsieur de Rohan », où dans une liste absolument vertigineuse, on découvre la montagne d'œuvres qu'il a produites, dont la plupart sont aujourd'hui perdues, mais qui permet également de lui attribuer de manière désormais certaine des œuvres qui se trouvaient à la Roche-Guyon. C'est le cas de ces 2 grands bas-reliefs qui sont habituellement présentés, accrochés, vraiment scellés, ils sont immeuble par destination, dans la chapelle troglodyte du château, avec 2 autres. Par chance, ça fait partie des belles histoires de cette exposition, ces 4 bas-reliefs, qui étaient complètement rongés par le sel, ont été restaurés au cours des 6 dernières années. Les 2 premiers ont déjà été recellés dans la chapelle et les 2 derniers viennent de sortir de restauration et on peut s'arrêter à Orléans sur le chemin du retour de la Roche-Guyon. Ces 2 œuvres qui sont présentées pour la première fois dans cet état de conservation aujourd'hui et de présentation satisfaisant, la première fois aussi, comme des Constants de la Perche, sont une histoire très belle, des liens que Constant de la Perche a pu entretenir avec la famille de Rohan-Chabot. L'aîné des enfants, qui a 15 ans quand il entre au service de la famille, va se marier avec une femme qui a toutes les vertus, qui est belle, intelligente, merveilleuse, et qui un soir de 1815, attendant son mari pour partir dîner, va près de la cheminée voir sa robe s'enflammer. Elle va devenir une torche humaine et mourir dans des circonstances absolument dramatiques, mais très dignes, nous dit l'histoire. Son mari ne se remettra jamais de sa mort, il va rentrer dans les ordres et devenir le cardinal de Rohan, archevêque de Besançon. Mais sa première réaction va être de commander à Constant de la Perche un décor qui va accompagner une architecture qu'il commande à Frölicher, qui est un jeune architecte qui va devenir l'architecte fétiche de la duchesse de Berry, qui est voisine de la Roche-Guyon. Et ils vont tous les 2 réaliser cette chapelle troglodyte creusée vraiment dans la falaise de la Roche-Guyon. Et 4 bas-reliefs vont venir décorer ce lieu. D'une manière assez ingénieuse, puisque le lieu est escarpé, il est très difficile de descendre un grand marbre ou un grand plâtre, et Constant de la Perche va avoir l'idée assez géniale, dans une tradition finalement qui remonte à la Renaissance, de découper ces figures et de faire une sorte de puzzle avec des différents éléments de terre cuite qu'il va descendre dans cette chapelle troglodyte, un à un, scellé dans le plâtre et terminé en plâtre toute la composition autour. Alors malheureusement, la composition globale était très altérée par les infiltrations de salpêtre. Donc là, toutes les terres cuites ont été dessalées pendant 6 ans dans des bains et sont aujourd'hui débarrassées de ce sel. La belle découverte a été, sous ces 2 bas-reliefs, qui étaient les 2 derniers, des peintures préparatoires. Tout simplement pour permettre d'avoir un décor plus rapidement. Alors qu'il venait d'installer les 2 premiers, les 2 suivants étaient en cours de réalisation et il les a peints sur le mur de façon à ce que le décor soit prêt le plus vite possible, c'est-à-dire vers 1816. Aujourd'hui, ces peintures vont disparaître lors de l'installation des bas-reliefs, à moins qu'ils puissent être prélevés, déposés, ce qui serait formidable du fait
de l'attribution nouvelle. Lorsqu'ils ont été découverts, on ignorait qui était l'auteur. Désormais, on sait qu'il s'agit des rares peintures connues de Constance de la Perche. Alors, durant toute sa carrière, Jean-Marie de la Perche va montrer une réflexion particulièrement développée sur le statut de l'artiste et de l'art, sur ce que doit être le statut en tout cas de l'art. Cette caricature, une grande allégorie, genre dans laquelle il excelle, et sur le ton de la caricature, est tout à fait emblématique de ses prises de position. Les artistes du temps présent, qu'il va traduire d'ailleurs en latin avec une citation latine, langue qu'il maîtrise parfaitement bien, met en scène justement la déchéance de l'art à ce moment-là de l'histoire. Alors ce moment de l'histoire, c'est simplement la Restauration. Il a beaucoup d'espoir qui ne se concrétise pas réellement et il assiste surtout depuis la Révolution à un changement total du statut de l'artiste qui va porter atteinte à la liberté en obligeant les artistes à se prêter au jeu de la critique, au jeu du goût, de la mode, qui va servir certains, mais pas un artiste comme lui qui, au contraire, rêve d'avoir un protecteur et d'avoir une vie paisible d'artiste qui crée, qui vit son art, mais sans rentrer dans une recherche frénétique de célébrité, qui est quelque chose qui ne l'intéresse en aucun cas. Être célèbre, c'est être vendu. Donc mieux vaut vivre loin de tout et produire sereinement. Donc une fois de plus, la feuille n'est pas signée. Et on retrouve au centre le temps, qui est une figure centrale de ces années 1815-1817. Le temps qui se lamente, tandis que des artistes qui tendent vers le génie, qui cherchent encore à atteindre le grand art, près d'une pyramide avec les médaillons des grands hommes, eh bien ces artistes tirent le diable par la queue, littéralement. De l'autre côté, un Midas distribue son or à de médiocres artistes, l'un tend un polichinelle, l'autre une miniature. Alors évidemment, on comprend qu'il s'inclut dans ce groupe-là, lui qui vit de production de miniatures, qui ne sont pas connues aujourd'hui, nous n'avons aucun exemple, mais il est en Russie comme peintre de miniatures, et ses dessins probablement sont restés une production tout à fait confidentielle, qu'il n'a pas fait connaître. Le tout sous le regard de la mode, qui fait des bulles de savon qui sont des bluettes du jour, nous explique-t-il, et un dindon qui se rengorge, qui est évidemment le critique qui vient exprimer son avis, ou le collectionneur qui, mieux que quiconque, sait ce qu'il faut faire. Alors cette grande feuille pourrait être très hermétique s'il n'expliquait pas l'iconographie au revers. C'est un trait caractéristique de l'œuvre connue de Jean-Marie de la Perche. Il a un besoin de didactique, d'expliquer, d'expliciter. Donc on sent derrière le précepteur aussi, hein, qui aime donner du sens aux choses. Cette feuille finalement aurait pu tout à fait être publié. Girodet, à peu près au même moment, va réaliser lui aussi une caricature de la critique qui est en train de prendre un poids déterminant dans la production artistique en France. Donc il s'insère dans cette vision-là, qui est celle finalement d'artistes qu'il a certainement côtoyé dans l'atelier de David. Il est très certainement entré chez David, peut-être pour un temps assez court, mais au moment où Girodet, autre Loiretain, s'y trouvait. Donc il n'a pas gardé de lien avec lui par la suite, mais forcément de voir ses anciens camarades d'atelier atteindre une grande carrière. Alors Girodet, avec en plus des prises de position, a dû l'inspirer, ou en tout cas le faire réfléchir. Alors il n'a pas participé au monde de l'estampe, néanmoins. Une estampe de même sujet pourrait laisser planer le doute. Il s'agit d'une gravure connue dans le monde à 2 exemplaires. Donc on parle vraiment de tirage très restreint, ce qui pourrait justifier que nous n'ayons à l'heure actuelle pas trouvé de transposition de ces compositions en estampe. Eh bien, ce sort des artistes qui est conservé à la BNF, je trouve, reprend tout le vocabulaire de la Perche. Alors sans affirmer qu'il s'agisse vraiment d'une estampe de la Perche ou d'après une œuvre de la Perche, en tout cas, il me semble qu'elle interroge sur la participation possible de la Perche. Alors on retrouve Minerve, qui est évidemment une figure déterminante dans son œuvre, le dindon, cet artiste avec ses figures très de la perchienne, hein, ses cheveux regroupés de manière très sculpturale en grande tige, cet artiste qui se bouche les oreilles pendant qu'un critique
aux oreilles d'âne explique un tableau à une foule d'animaux et de personnes, guidés par la folie, figure là aussi omniprésente dans l'univers de la Perche, et cette Minerve qui observe la scène. Alors, il garde des liens avec la France pendant toutes ces années. Nous n'avons pas de lettres, mais nous savons qu'il entretient des liens permanents avec son frère, certainement avec d'autres personnes. Il reçoit les annales du salon et sait ce qu'il se passe. De la même façon, il pourrait très bien envoyer lui-même des productions. C'est une période pour laquelle tout reste à découvrir, mais peut-être que nous avons là le point de départ d'une collaboration dans le monde de l'estampe qui expliquerait tout simplement comment il a vécu. Car même s'il a vécu difficilement de son art, il en a vécu et s'éteint à 72 ans en étant un artiste certainement encore plus très développé qu'il nous faut aujourd'hui découvrir. Les dernières œuvres de Jean-Marie de la Perche en Russie, datables grâce au sujet, montrent son goût pour le théâtre et peut-être la vie culturelle qu'il a pu mener à Moscou, une ville extrêmement francophile dans laquelle il a dû être fêté dans un premier temps, en parlant cette langue qui est celle de toute l'aristocratie, mais dans laquelle il a pu montrer aussi une culture que l'on ressent vraiment dans ses dessins, et où il a pu prendre part aussi à des événements marquants de la vie moscovite. Cette feuille montre cette place que va tenir la vie culturelle, la vie littéraire dans son quotidien, avec un sujet qui reste malgré tout à identifier. La composition, en tout cas, permet de savoir que ce dessin est réalisé en 1822. Donc c'est un des plus tard que nous connaissions à l'heure actuelle de Jean-Marie de la Perche. Nous voyons un auteur en train de lire dans un salon un texte qui fascine visiblement tout son auditoire, avec dans le fond un buste de Molière et un de Plaute. Cette composition est en réalité célèbre et c'est celle qu'avait choisie Le Bonnier pour un tableau représentant Lequin lisant L'Orphelin de la Chine dans le salon de Madame Geoffrin. C'est un tableau qui remporte un succès colossal en 1812 en France, à Paris, qui est commandé par Joséphine, mais que Jean-Marie de la Perche n'a pas pu connaître car il n'est pas gravé dans les annales du salon qu'il reçoit en Russie. En revanche, le tableau est gravé, une commande de gravure est passée immédiatement après, mais va aboutir uniquement en 1821. Il faut quasiment 10 ans au graveur pour réaliser sa planche et elle doit lui arriver à la fin de l'année 1821. C'est donc à la suite de cette publication, cette édition d'estampes, qu'il va pouvoir élaborer cette feuille avec une composition très référentielle qui vraiment indique qu'il a vu le premier tableau et qu'il va transformer dans une version plus 19e, alors que Lequin, dans le salon de Madame Geoffrin, met en scène un des grands comédiens de Voltaire sous le buste de Voltaire et du maréchal de Saxe, à un moment clé de l'histoire littéraire du XVIIIe siècle, et bien là, il doit représenter un moment clé de l'histoire littéraire du début du XIXe siècle, cette fois-ci sous le buste de Molière et de Plaute, mais en reprenant la même composition. Malheureusement, l'auteur en train de lire, ou peut-être le comédien, n'a pas été identifié. Plusieurs pistes se présentent. Les chercheurs en littérature russe ont des propositions, mais nous cherchons toujours exactement qui est cet auteur en train de fasciner son auditoire. En 1824, Jean-Marie de la Perche rentre en France. C'est à ce moment-là qu'il va adopter ce nom de la Perche, alors qui a un ancrage familial et une histoire rocambolesque à lui seul, puisque initialement la famille s'appelle La Perche. Le père, Jean-Baptiste, va bénéficier, si je peux dire, d'une erreur dans son acte de naissance. Un des 3 papiers signés pour sa naissance mentionne le nom de la Perche, qu'il ne va pas conserver. Mais sa femme, développant une carrière sous l'Ancien Régime à Paris, peintre de l'aristocratie, va trouver le de la Perche plus intéressant commercialement que le La Perche. Sous la Révolution, la famille redevient naturellement La Perche. Mais par la suite, sous l'Empire, elle va réutiliser le de la Perche et va le revendiquer au moment du mariage de son fils Constant avec Alexandrine Alexandre, la fille du maire de La Roche-Guyon, qui va être un moment important dans la famille, cette famille d'extraction sociale assez basse et qui va monter par ce mariage dans l'échelle sociale. Et donc à ce moment-là, le de va être réclamé et les La Perche vont devenir les de La Perche. En
Russie, Jean-Marie va continuer de signer La Perche. Mais à son retour en France, c'est bien le De La Perche qu'il adopte, De La Perche aîné, tandis que Constant, son frère cadet de 9 ans, va signer De La Perche jeune. Signé pas réellement. C'est comme cela en tout cas qu'ils vont prétendre s'appeler au moment du salon. En 1824, il rentre à Paris initialement pour signer des papiers pour la succession de ses enfants et le salon va ouvrir peu de temps plus tard et Constant va qui lui-même ne travaille plus à partir de ce moment-là pour les Rohan-Chabot, va le convaincre d'exposer avec lui au salon. Ils vont faire un envoi de tableaux qui malheureusement se solde par un échec puisque la plupart des œuvres sont refusées. Ce qui sera à nouveau le cas en 1827 et si on s'en tient à ces sources, on peut aisément penser qu'il s'agit de mauvais peintres, ce qui avait été cru jusqu'à présent, et que les œuvres étaient laissées de côté faute de technique ou d'importance. Jusqu'à la découverte de ce tableau qui se trouve aujourd'hui chez les descendants, qui représente les 3 enfants de Constant vers 1820 et qui est un des tableaux qui lui sont refusés en 1824. Pourtant, ce tableau a, je crois, tout ce que l'on peut souhaiter à ce moment-là pour un portrait d'enfant, avec un raffinement extrême dans ce geste très tendre de la petite sœur qui pose sa main sur la main de son frère, le traitement du vêtement, les visages. Pourtant, le tableau a été très nettoyé. Tous les tableaux de famille étaient restés dans la maison de la Roche-Guyon, qui a été occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les Allemands ont joué allègrement avec chacun des portraits, qui ont été par la suite plus ou moins bien restaurés. Malgré cela, on voit la grande qualité technique et picturale, la grande sensibilité aussi de Constant de la Perche. Alors, ce tableau permet de comprendre que les difficultés pour Constant à entrer au salon ne sont peut-être pas d'ordre pictural. Tout simplement, il va être très soutenu pendant tout le début de sa carrière par la famille de Rohan-Chabot, ce qui va continuer d'ailleurs au-delà de cette date, puisque même s'il n'est plus au service de la famille à partir de 1824, majorité du dernier enfant, il va rester très protégé par la duchesse de Rohan qui va lui faire des recommandations pour tenter d'avoir un poste au Gobelin, ce qui est un échec, tenter de devenir conservateur des tableaux de la duchesse de Berry, pour qui il a déjà travaillé, qui est une amie des Rohan, ce qui va également être un échec. Pour obtenir une commande de la décennie précédente pour l'église Saint-Roch, qui a été une commande très importante, 3 grands bas-reliefs, une chaire, donc qui sont toujours visibles aujourd'hui. Une fois de plus, les Rohan-Chabot ont été présents pour appuyer sa candidature et qu'elle soit retenue naturellement. Peut-être que ce poids permanent, très bienveillant, qui a accompagné Constant de la Perche a été un écueil et lui a attiré quelques inimitiés. En tout cas, face à un tel tableau, on a des difficultés à comprendre pourquoi il a été refusé, pourquoi d'autres ont été acceptés et malheureusement nous ne les connaissons pas aujourd'hui, mais en tout cas nous donne un indice. Voilà à quoi ressemble un Constant de la Perche, élément indispensable puisque l'on sait qu'il a énormément peint. On le sait par une liste très dense de commandes faites par la famille de Rohan, mais qui n'est finalement, là encore, qu'une petite partie de sa production, puisque échappe tout ce qui n'a pas fait partie des travaux à la Roche-Guyon. Alors à côté, un autre tableau complète cette vision. Tableau contemporain du portrait des enfants. Il s'agit d'un ami de Chateaubriand, Noël. Le tableau a été donné par son descendant au château de Versailles. Une annotation au dos permettait de savoir qu'il s'agissait de Constant de la Perche, mais enfin à vérifier tout de même, puisque une fois de plus, il n'y avait pas de signature. Par chance, on retrouve la mention du tableau dans la fameuse liste. Noël ayant séjourné en 1819 à la Roche-Guyon, nous avons en effet toujours ce cercle qui se met en place. Donc voilà 2 exemples de tableaux qui permettront à l'avenir de retrouver certainement d'autres œuvres de Constant de la Perche, non signées, on a bien compris, et peut-être de son frère, puisque nous conservons un tableau, un seul, qui soit de sa main de manière certaine. C'est celle de son fils, le seul qui est survécu, qui est aujourd'hui au musée de l'Armée, qui a été restauré et qui contredit absolument tout ce qu'il dit lui-même sur son art. Il écrit à son frère qu'il n'est pas du tout peintre de décor, qu'il est incapable de représenter un tissu, un habit, que sa partie, c'est les visages. C'est vrai que la partie visage est plutôt très bien traité, mais c'est également un bon peintre de portrait. C'est donc là encore le début d'une recherche qui doit être creusée pour retrouver d'autres œuvres de Jean-Marie de la Perche. Alors
Alors, pendant les 20 dernières années de leur vie, les deux frères vont être essentiellement portraitistes, mais vont également réaliser des peintures pour des églises, toujours dans un cadre privé, jamais avec l'aide de l'État. Simplement, ils vont recevoir une commande à quelques mois de leur mort, et tout cela nous échappe, puisqu'une fois de plus, il faut comprendre ce travail en réseau qu'ils vont rechercher avec des protecteurs qui ne laissent finalement pas d'archives. Alors, 20 années très longues, durant lesquelles ils produisent, contre vents et marées. Nous le voyons dans des lettres, nous le voyons dans des archives, mais pour lesquelles nous avons peu de matière. Néanmoins, Jean-Marie va, comme sa mère, glisser des indices sur son passage. En 1835, il est à Limoges et passe une petite annonce dans la presse pour annoncer qu'il reçoit dans son atelier et qu'il est peintre de portraits. Il fait de même en 1839 au Mans. Et puis en 1842, on le retrouve dans une exposition à Toulouse. Donc il va continuer de travailler comme cela. Il l'explique dans une lettre à son frère de 1830. Il séjourne à ce moment-là à Saint-Malo, où il explique qu'il a toujours eu beaucoup de travail dans cette ville. Évidemment, pas une archive ne mentionne même des mois passés avec un logement ou autre. Enfin, il est totalement inconnu à Saint-Malo. Eh bien, il dit qu'au beau jour, il va tenter de trouver une place à Nantes. Et si à Nantes, trop d'artistes cherchent du travail, il ira à Tours, à Angers, etc. Prendra le bateau avec tout son attirail et espère trouver une place où enfin se fixer. Ces projets vont tomber à l'eau puisque sa femme va tomber grièvement malade et elle ne pourra pas le suivre. Et donc c'est toujours dans cette vie d'errance qu'il va continuer de travailler. Constant, de son côté, va être à la tête d'une famille heureuse, plutôt prospère, bien éduquée, et va continuer de travailler en donnant des cours, également en recevant des commandes. Et les deux frères s'éteignent en 1843, à 3 mois d'écart, l'un au mois d'octobre et l'autre juste après Noël, avec dans le poche 128 francs, qui montre une fin de vie très difficile, mais dans laquelle il va être peintre jusqu'au bout. Puisque quelques mois avant sa mort, Jean-Marie de la Perche va envoyer un dernier tableau au salon, accepter cette fois-ci une tête de vieille femme, qui est peut-être un portrait tout simplement de son épouse, qui en tout cas à l'heure actuelle est perdue, mais qu'il nous faut désormais retrouver. Tout au long de leur carrière, les de la Perche vont totalement échapper aux commandes officielles. Ils ne bénéficieront d'aucune aide de l'État et aucun tableau ne va leur être commandé pour des églises ou des copies, alors que dans les archives de la famille, on trouve des traces de tableaux réalisés néanmoins pour des églises qui montrent un cercle très différent, peut-être un travail directement pour des villes ou directement pour des églises, comme le fait Constant de la Perche à Saint-Roch. Toutefois, en 1840, le curé Denis-Auguste Affre va devenir archevêque de Paris. Il est cousin par alliance de la Perche depuis que son cousin a épousé une des filles de Constant. Et en 1840, il va commander son portrait officiel pour ce nouveau titre qui est un moment important dans la vie d'un prélat qui va faire de lui une figure de premier plan. Il va commander à Jean-Marie son portrait qui va être gravé immédiatement par Morin, ce qui nous permet d'en garder une trace puisque Morin va préciser que de la Perche est le peintre. Ce portrait va avoir un très grand succès, on le comprend en regardant les tirages, les différentes gravures de portraits de Monseigneur Affre, d'autant plus lorsque celui-ci va mourir sur les barricades en 1848 en tentant de faire cesser les tirs et il va prendre une balle qui fera de lui un martyr. À ce moment-là, les portraits vont encore se développer et sont tous copié, fondé sur le modèle de Jean-Marie de la Perche. Malheureusement, comme ce portrait n'était pas signé, personne à aucun moment ne crédite le peintre, et c'est donc dans l'anonymat qu'il continue sa vie et qui d'ailleurs n'est pas localisé aujourd'hui. De son côté, Constant va recevoir une commande pour l'église de Saint-Rome-de-Tarn, qui est le village dont est originaire Monseigneur Affre. Ce tableau est aujourd'hui conservé. Il s'agit d'un Saint-Roch et les lépreux, mais dans un état de conservation très lacunaire, ce qui ne permet pas totalement de comprendre la peinture de Constant et probablement de Jean-Marie de la Perche. On le voit dans quelques lettres, les deux frères travaillent toujours ensemble. Pour un grand format comme celui-ci, à un âge très avancé, ils ont certainement entrepris le tableau à deux. Malheureusement, ce que l'on voit aujourd'hui est presque la sous-couche.
C'est-à-dire que 2 ou 3 nettoyages vraiment drastiques ont été menés sur ce tableau. Et aujourd'hui, on voit une partie que normalement l'œil n'est jamais amené à apercevoir, avec tout le dessin sous-jacent, avec les traits, le volume qui pouvait être donné à cette robe qui avait une manche gigot. Et il manque toute la partie supérieure de la toile. Les carnations, de même, ont été tellement nettoyées qu'on arrive dans les sous-couches. Alors, ce qui est absolument passionnant, puisqu'on comprend comment Constant et Jean-Marie Delaperche construisent leur tableau, c'est-à-dire un vrai peintre d'histoire avec une vraie formation, avec des couches superposées nombreuses qui permettent aujourd'hui d'avoir encore un peu de matière, ce qui rend le tableau étrange au regard, parce qu'on voit la scène, mais la peinture n'est plus là, avec des parties particulièrement réussies. Quand on regarde ce visage, cette partie-là, on est face à un grand peintre. Malheureusement, le tableau est aujourd'hui dans un état tel qu'il ne permet pas d'apprécier réellement l'art des Delaperche. Sur photo, on pourrait même dire qu'il s'agit d'un très mauvais tableau, et la surprise est de voir que finalement il fut un beau tableau. L'année suivante, Constant reçoit une deuxième commande pour une Assomption de la Vierge pour le village d'à côté, Saint-Afrique, toujours dans l'Aveyron. Malheureusement, le tableau, comme tous les autres de sa carrière, est aujourd'hui perdu, mais peut-être cette exposition permettra-t-elle de retrouver le tableau.